Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walfadjri. Bienvenue à votre émission Opinion qui a le plaisir de recevoir ce dimanche Mohamedou Mbodj, coordonnateur du Forum civil. Monsieur Mbodj, bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà. Il y a une semaine, les Sénégalais étaient appelés aux urnes pour l'élection du président de la République. Les mauvaises langues avaient prédit le pire pour notre pays. Finalement, tout s'est déroulé dans le calme. Est-ce le signe d'une maturation démocratique ou bien d'une maturation du peuple sénégalais? Merci Pierre. Je crois que vous qui êtes tout le temps dans l'actualité, vous auriez pu déceler des signes que dans les ressources internes de notre peuple, on y puise souvent de très bonnes choses. Je me rappelle en 2000, quand le même Abdoulaye Wade, qui était le chef de l'opposition, exigeait qu'on reprenne les cartes d'électeurs parce que Abdou Diouf les aurait fait établir en Israël. Il avait à l'époque, il restait un mois et demi des élections, et Wade avait dit qu'il n'y aurait pas d'élection au Sénégal si on ne reprenait pas les cartes d'électeurs. Le gouvernement l'avait tenté en sentant qu'il allait polariser, cristalliser des incompréhensions. Il s'était rapproché d'une des imprimeries très connues de la place pour refaire des cartes de substitution. Wade les a rejetées en même temps. Ils ont demandé la médiation de la France. La France a rejeté la demande de médiation. C'est la société civile locale qui l'a fait et qui nous a demandé de faire ce contrôle. Nous n'avions pas un rond pour le faire. Il avait demandé qu'on retourne les cartes dans les lieux de vote, plus de 1000 lieux de vote. 15 jours, d'appeler les électeurs à venir parce que revenir, comment on dit, surveiller leurs noms sur les listes, parce qu'ils subodoraient qu'on avait éliminé ces militants. Pendant 15 jours, l'ensemble des réseaux de la société civile présents dans le pays avaient pris en charge ce défi. Et ils nous avaient demandé d'auditer le fichier. Le fichier à l'époque au ministère de l'Intérieur, on était au COBOL, c'est l'ancêtre de l'informatique. Donc les traitements rapides, un traitement dans le COBOL prenait 1 mois. Il fallait en 1 mois et demi répondre aux exigences de Wade pour assurer un scrutin apaisé et libre. J'avais la chance avec Majid Ndiaye, Mam Adam Gueye, Bouba Diop et Alioune Tine d'être dans le comité de coordination de cette initiative. Nous l'avions réussi, tard certes, mais ça avait permis aux uns et aux autres de pouvoir retrouver confiance dans le processus et d'appeler à voter. Wade le premier. Donc ça, c'était une épreuve pour montrer que dans le tréfonds des ressources du peuple sénégalais, on peut toujours y trouver un mécanisme d'absorption de nos différences, des cris générés par nos différences aiguisées. J'ai jamais raté qu'une sortie pour rappeler cela, pour dire qu'il y avait une énorme polarisation violente entre les deux fragments de la fraction de la classe politique, mais le peuple était très silencieux. À l'époque, nous faisions une tournée, une campagne nationale pour la paix, l'apaisement du processus. Et partout où nous allions, on était en partenariat avec l'Église et le collectif des imams. Mais partout où nous allions, le premier constat qu'on faisait, parce qu'on invitait le président de la CEDA, la commission électorale départementale autonome, il venait nous dire que les cartes n'étaient pas retirées, les cartes d'électeurs. Donc, il y avait une hyper-polarisation à Dakar sur la recevabilité de la candidature de Wade. À la base, les gens ne trouvaient pas d'intérêt pour participer à cette élection. Cela nous a poussé à réfléchir sur les raisons. D'abord, on a commencé par mettre des caravanes, une campagne pour sensibiliser, pour qu'ils aillent retirer. Bref, la température, souvent, à Dakar, et entre les deux grandes fractions, opposition et pouvoir de la classe politique, ne reflète pas souvent la situation réelle du pays. Êtes-vous en train de nous dire qu'il y a décalage entre le peuple et sa classe politique? Le peuple a montré le 26. Malgré une campagne de désinformation systématique, je regrette que les médias les relayent. Quelqu'un vient et dit « je suis expert, on va vous voler ». Après le coup d'État constitutionnel, il y aura le coup d'État électoral. Mais on oublie rapidement qu'en 2009, on avait gagné. L'opposition avait gagné 169. Mais il fallait alerter au moins. Collectivités locales dans le pays.
Et après que l'opposition ait eu ce résultat, dans les 169 collectivités gagnées par l'opposition, il y a plus de 50% de l'électorat du pays. Depuis 3 ans, depuis 2009. Et quand l'opposition l'a gagné, l'opposition n'avait même pas les ressources financières pour mener une campagne. Et la campagne pour les locales des libéraux, c'est Wade lui-même qui l'a menée sur l'étendue du territoire national. Malgré cela, la capitale nationale, Pikine, Guédiawaye, Kaolack, Diourbel, on peut continuer la liste, Saint-Louis, sont tombés dans l'escarcelle de l'opposition. Et Wade y a ajouté l'accord, après demande de l'opposition, de faire auditer le fichier électoral en 2010. Donc tous ces éléments réunis contredisaient cette campagne de spécialistes, entre guillemets, qui ont utilisé un discours pseudo-scientifique pour asseoir des convictions fortes que le scrutin était juste c'est une formalité. C'est ce que je disais, il fallait au moins alerter l'opinion. On a fait plus qu'à alerter, parce qu'à la veille du scrutin, on parlait de reporter le scrutin. Donc le doute a été introduit fortement dans la conscience des Sénégalais. À quelle fin? Mais si je me pose la question, moi je dis, il est important aujourd'hui que ce débat ait lieu. Ceux qui ont porté ces discours, qui reviennent sur les médias, qui s'expliquent. Pour moi, le fichier est à reprendre. Je suis d'accord avec ça. Pas seulement le fichier électoral, tous les fichiers au Sénégal doivent être repris. Et ça, nous l'avons dit en 2000. Le fichier des cartes de la carte d'identité nationale, le fichier des permis de conduire, le fichier des passeports, le fichier électoral. Pourquoi? Parce que la base constitutive de ces fichiers, c'est l'état civil. Et l'état civil est dans un état lamentable en termes de gestion et de crédibilité. D'abord, c'est une responsabilité éclatée, décentralisée, c'est les collectivités locales qui le font, qui n'ont pas les mêmes modes opératoires pour gérer ce fichier, qui a un impact sur les fichiers nationaux. Donc c'est à ce niveau que se situe l'enjeu. Tant qu'on n'aura pas repris le fichier de l'état civil, nous pouvons parler d'un fichier. Moi d'habitude le terme que j'utilise, c'est pas fiable. Je parle de fichier conforme à la loi. Mais en attendant, si un régime, vous voyez, celui qui va gagner, dès qu'il sera installé, va oublier cet enjeu. En 2000, quand nous avons fait ce constat, après le 19 mars, nous sommes allés voir toutes les autorités de la place. Je parle sous le contrôle des Mazid Ndiaye, les responsables de la société civile, de l'ancien ministre de l'Intérieur, le général Niang, pour qu'on engage ce chantier. Ça n'a jamais été fait. À l'époque, Abdé était président, Moussa Fagnas, premier ministre. Je peux continuer. Dans ce Bathily dans le gouvernement. Donc c'est un défi national. Ceux qui vont gagner, s'ils ne le prennent pas, qu'ils n'attendent pas la veille des élections pour brûler le pays. Ok. Vous avez rappelé tout à l'heure le rôle joué par les organisations de la société civile dans le processus électoral en 2000. Cette année, on a été obligé de faire recours à l'expertise étrangère pour arbitrer nos différents... Ça vous inspire quel commentaire? La mission de paix et d'observation menée par Obasanjo? Mais c'était contradictoire avec ce que le peuple a démontré par une attitude très responsable. Il y a une émergence citoyenne dans ce pays depuis les années 90 qui a structuré même le paysage audiovisuel aujourd'hui. Il y a une demande qui a porté l'émergence des réponses dans le champ audiovisuel. Une demande citoyenne très forte. La presse en même temps a aidé à son éclosion de manière dialectique. Cette citoyenneté-là s'exprime de manière très forte dans le pays. Et si vous le regardez, on n'avait pas besoin, même si on est allé voir Obasanjo, je donne le cas d'Obasanjo, les pires élections de l'histoire de la démocratie, de la constitution de la démocratie en Afrique, ont été tenues par Obasanjo, pour sa succession par Yarodua. Tous ceux qui ont suivi ce processus au Nigeria le savent. Il était le plus mal placé pour venir ici donner son point de vue sur ces questions. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que ces organisations de la société civile, voilà, on a failli par nous, la classe politique, tout à fait. La classe politique qui non seulement avait bénéficié du vote des citoyens dont je vous parle en 2009, qu'il avait oublié. On a donné à Khalifa Sall la mairie de Dakar, Pape Sagna Mbaye la mairie de Rufisque. Je ne parle même pas des mairies d'arrondissement. Barthélémy Diaz, que je salue, que je soutiens dans son épreuve aujourd'hui, est devenu maire et qui a connu des épreuves douloureuses récemment. Donc, je donne cet exemple. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, ces 169 collectivités locales? Pour moi, tu ne peux pas avoir bénéficié de cette confiance des citoyens, la manifestation de la confiance des citoyens dans un contexte tel, et plus tard dire que le mécanisme qu'il a engendré n'est pas crédible. Sans en démontrer
sans en apporter les preuves. Oui, mais c'est de bonne guerre aussi, on est en politique. C'est pourquoi je dis, Pierre, qu'il ne faut pas remettre en cause des acquis historiques de notre peuple sur des bases aussi légères. On n'avait pas besoin d'une campagne internationale. Nous sommes un État souverain. Nous avons les ressorts internes pour résoudre nos problèmes. Nous disions dès le départ qu'il fallait faire confiance au Conseil constitutionnel. Nous n'avions pas d'autre choix en tant que républicains que de nous en remettre aux institutions de notre pays. Nous ne les avons pas inventés, nous ne les avons pas formatés. Ceux qui l'ont plus souvent contesté ont une énorme responsabilité sur le formatage de ces institutions. Et quand le Conseil constitutionnel, non seulement nous avons appris qu'ils étaient en négociation pour l'augmentation des salaires, ça nous a énormément déçus. Et qu'avez-vous fait? Nous avons sorti une déclaration où on a dénoncé ce fait et tous les soupçons de corruption qui pourraient même entacher cet acte d'augmentation des salaires dans une période très critique de notre histoire. Et nous avons demandé, dans cette même déclaration, de faire confiance au peuple. On demandait au peuple de se transmuer en Conseil constitutionnel et de trancher la question. Cette déclaration, nous vous l'avons envoyée, nous l'avons donnée à toute la presse. Aujourd'hui, nous ne sommes pas triomphalistes pour dire qu'on avait raison. Mais nous devons cultiver au niveau des acteurs publics cette confiance en notre peuple. Cette confiance qui dans une trajectoire historique, a subi des épreuves déterminantes dans lesquelles nous avons toujours pu nous en sortir sans prendre les armes, sans qu'il y ait des morts. Même l'épreuve de l'indépendance politique du Sénégal. Je dis qu'on aurait pu, je le crois fermement, l'ardeur au combat, la détermination était telle que on n'a pas pensé qu'il y avait d'autres stratégies plus productives pour arriver au même résultat. Vous pensez qu'aujourd'hui, le peuple a définitivement tranché le débat sur la recevabilité de la candidature de Wade? Non seulement sur la recevabilité, et je crois que le vote tel qu'il s'est déroulé s'exprime, vous le voyez, il est très faible. Oui. Parce que la campagne de désintoxication a aussi eu son effet. 60% de taux de participation, c'est pas le taux du siècle. Même pas 60%. Bon, environ. Environ. Donc, disons que probablement il y a une bonne partie qui a décroché. Il y a un peu près de 10%, combinons les cartes non distribuées et le stock mort dont on parle, c'est près de 10% de l'électorat. Donc dans les 40%, il resterait 30% à les attaquer. Donc ces 30%, c'est les effets combinés de stratégies de déconstruction de la confiance sur la procédure électorale. Et c'est triste de ce point de vue-là. Aujourd'hui, le vote, c'est le vote de 2009. Le vote de 2009 au local, où Benno était en unité organique, il n'y avait pas un parti contre un autre, sauf dans certaines zones où des fragments de Benno sont sortis en alliance propre, comme l'APR, qui avait ses alliances dans certaines zones. Ils n'avaient pas de moyens non plus pour mener leur campagne, ils ont gagné les plus grandes villes. C'est la population qui a utilisé une arme qu'on lui a offerte en termes d'unité pour réagir au modèle de gouvernance que Wade avait proposé pendant 12 ans. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, le vote s'exprime simplement en termes d'adhésion à une démarche, parce qu'il n'y a pas eu de campagne électorale. Il n'y a pas eu de présentation de l'offre politique aux populations. Oui, la campagne a été pauvre en programme. C'est un vote de colère. C'est un vote de colère contre une expression agressive de la politique de Wade. Cette manière de comprendre que tout ceci a été fait pour donner le pays à son fils, à tort ou à raison. Les Sénégalais ont réagi à ça beaucoup plus. Vous pensez qu'ils ont voté plus contre Wade que pour quelqu'un? Mais c'est bien distribué. Wade a eu 32%, Macky 26%, Niasse 13%, Tanor 11%. Il n'y a pas une force hégémonique qui apparaît pour qui les Sénégalais manifestent leur confiance. C'est un vote de crise de confiance dans le système politique et dans la classe politique. Mais c'est un vote de réaction contre la tentative de dévolution monarchique du pouvoir. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Vous entendrez une ou deux figures de l'opinion publique, des rappeurs, vous dire « Je voterai au deuxième tour pour Macky Sall sans être avec Macky Sall ». C'est la première fois qu'on entend ce type de discours. Ça veut dire qu'on est dans une sorte de référendum pour ou contre la gouvernance que nous a présenté Wade et probablement la dévolution monarchique que beaucoup de gens soupçonnent dans le pays. Donc voilà la question de fond aujourd'hui. Oui, mais est-ce que ce tout sauf Wade qui se dessine ne peut pas nous jouer un sale tour, comme ce fut le cas en 2000 avec Wade? Mais au contraire, ça va générer une énorme crise. Oui, réellement, je soutiens ce que vous dites. Oui.
ça va générer une... Parce que l'attention est ailleurs. C'est comme quand on parlait de la recevabilité de la candidature. Mais on n'a pas porté toute l'attention aux autres éléments de la gouvernance. L'entrée sur l'élection pouvait se faire par le droit, comme les constitutionnalistes l'ont proposé. L'entrée pouvait se faire sur l'âge de Wade. 86 ans, qui veut remplir pour 7 ans. On aurait pu faire une campagne sur ça, ou sur le bilan de Wade. Je donne le bilan, l'aspect le plus répulsif dans le bilan de Wade, c'est la corruption généralisée. Que tout le monde a décrié. Nous sortons nous-mêmes des instruments de mesure de ce phénomène. Depuis 12 ans, la tendance est la même. C'est une corruption structurelle qui rythme même le fonctionnement politique de l'État. Mais quand on regarde les propositions programmatiques des candidats, même pour Macky Sall, il y a une faiblesse de la proposition par rapport à la gravité du mal. Mais il promet d'auditer les comptes de l'État. Ça, au moins, c'est... Mais l'audit ne répond pas à la question de la corruption. Ça, c'est l'erreur que Wade avait commise en 2000. Quand on lui avait dit, il y a une corruption généralisée, il dit, mais j'ai fait les audits. Mais l'audit, c'est un acte de gestion. On n'a pas besoin d'en faire un programme politique. Les gens vous diront, c'est du contrôle. Il y a 4 fonctions en général. C'est planifier, organiser, exécuter, auditer, contrôler. Vous le faites dès que vous êtes en position de gestion. Même quand vous avez une boutique que vous gérez, vous faites ça. Donc l'audit ne répond pas à la corruption qui est un détournement des moyens de la nation. Aujourd'hui, on vous dit que l'aide publique au développement dont nous avons besoin tant, il y a une étude qui établit que l'argent tiré des économies comme les nôtres et planqué dans des banques occidentales représente plus de 30 fois le niveau de l'aide publique globale au niveau mondial, ce qu'on envoie en Asie, en Amérique latine, en Afrique et ailleurs. Donc quand on regarde ça, est-ce que ça va changer? Je dis non. Prenons la manière dont on semble refléter la préoccupation d'un engagement de l'État contre la corruption. Dans aucun des programmes des candidats, la réponse n'est forte ni suffisante, à la hauteur de la gravité du mal. Quand je rentrais tout à l'heure, un compatriote sénégalais qui est en Suisse, qui travaille dans les télécoms, me disait que lui, il était choqué de voir que dans les pays qui nous aidaient, en Allemagne, il me donnait le cas de l'Allemagne, le chancelier, on lui fait obligation de prendre son logement dans une limite de 1800 €, qu'il ne doit pas dépasser. Il me demandait, est-ce que c'est lui qui va prendre le pouvoir, qu'il soit Wade? Pourquoi on attend ça de ceux qui ont fait des programmes? Parce que Wade nous a montré ce qu'il faisait avec la corruption. On attend que ceux qui veulent le faire partir donnent des réponses plus fortes que ce que Wade a fait dans ce domaine. Il me disait, est-ce qu'on va encore rester dans la dotation des ministres? Ce n'est pas d'avoir 25 ministres ou 30 ou 15. Mais s'ils ont des Mercedes, dernier cri, qui coûtent 60 train de vie de l'État. Tu donnes des 4x4 qui vont coûter, etc. Tu donnes des voitures dont je ne voulais pas parler marque ici pour des raisons commerciales. Est-ce qu'on va retourner dans ces mêmes mécanismes? Est-ce qu'on va arriver à plus d'ascétisme, d'austérité même, dans le choix des moyens qui doivent accompagner ceux qui vont servir l'État? Ce débat est évacué. Je donne l'exemple. La CENTIF a mis sur la table du juge 80 dossiers de transactions financières douteuses. 9 seuls ont été traités. Qu'est-ce que le candidat qui va gagner, Macky Sall va apporter comme réponse sur ça? Ou Wade, s'il passe, qu'est-ce qu'il va faire prendre comme mesure? On a parlé d'impunité à ce niveau-là. On a entendu le président de la CENTIF, qu'on a chassé pratiquement, dénoncer toutes les magouilles qui sont autour de cette institution. On a vu la Cour des comptes faire la même chose, sortir ses rapports et dire que c'est répétitif, il n'y a pas de réactivité au niveau de la justice. On a vu beaucoup d'autres dossiers, l'ARMP affaibli. Oui. Une des meilleures réformes de l'État, faire les audits de l'ARMP sur les cuillères à 17 000 ou les tapis à 17 000, les cuillères à 42 000. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce que... Résoudre ça, Pierre, sous l'angle de pas de chasse aux sorcières. Et là, vous trouvez à redire quand il le dit? Bien sûr, c'est scandaleux de tenir des propos comme ça, parce que c'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas l'argent du candidat. Si quelqu'un n'a pas le courage d'engager ces mesures, il ne mérite pas la confiance des Sénégalais. Il ne faut pas qu'on soit là à répéter l'histoire éternellement. D'Abdou Diouf à Senghor à Abdoulaye Wade, il faut des ruptures, parce que les Sénégalais souffrent, ils sont dans l'eau. On ne va pas laisser des gens prendre l'argent de ces contribuables, acheter des appartements à New York ou ailleurs. Ce n'est pas les audits de la réponse. Aujourd'hui, il y a des leviers. Aujourd'hui, je vous donne, il y a des leviers. Abdoulaye Wade a au moins ratifié les 2 conventions des Nations Unies contre la corruption et de l'Union africaine contre la corruption.
le premier levier, la Convention des Nations Unies contre la corruption, dans certaines de ses dispositions, permet d'aller chercher l'argent planqué dans des banques étrangères. Il y a une procédure en France aujourd'hui faite par notre section sœur, Transparency International France, et une ONG Sherpa, sur les biens mal acquis. Mais ils n'utilisent pour le moment que des dispositions de la législation française. Mais aujourd'hui, seul un État peut l'instrumentaliser à partir du Sénégal. Nous avons fait une série d'études et d'ateliers avec des organismes comme, avec l'UMS, des représentants de l'UMS, la CENTIF, des représentants de la CENTIF, le réseau des parlementaires contre la corruption et la Commission nationale de lutte contre la corruption. Le Sénégal est prêt, dans des délais très réduits, à mettre en place ces mécanismes pour aller chercher l'argent des contribuables. Nous en avons besoin pour reconstruire ce pays. Donc on ne le laissera pas passer par colonne perte et profit. Il faut le gel des avoirs des... Non, je vous donne l'exemple du Nigeria. Du régime, oui. Mais bien sûr, le cas du Nigeria sur Abacha. Obasanjo, quand il a remplacé Sani Abacha à l'époque, il n'y avait même pas ces outils juridiques internationaux. Il a fait appel à la coopération internationale. Et la justice suisse a coopéré. Ils ont pu rapatrier plus de 3 000 milliards de dollars au Nigeria, détournés par la famille d'Abacha, enfants, femmes et proches. Cet argent, la seule contrainte que la Suisse y avait mis, c'était de dire que ça soit réinvesti dans les champs de l'éducation et de la santé. Aujourd'hui, les moyens de satisfaire la demande des chômeurs, les moyens de satisfaire le développement des régions, les moyens de satisfaire un certain nombre d'exigences sociales au Sénégal sont dans des comptes qui dorment que des Sénégalais ont volé à notre patrie et qu'on peut aller chercher. Mais ils vont transhumer certainement. C'est le problème aujourd'hui. Oui, parce que à la porte de se mettre à l'abri. C'est des périodes délicates, ce que j'appelle souvent des périodes de reptation. Parce que c'est les mêmes que vous voyez les stratégies de positionnement dans les médias. Oui, ça a démarré déjà. D'acteurs qui ont gardé le silence pendant longtemps, d'autres qui étaient de l'autre côté. Et les soutiens bruyants à Macky entre les deux tours, et qui en retour donc vont piéger probablement les réponses de Macky. Il aura beau signer la charte, s'il gagne. Et si Wade gagnait aussi, ce serait la même chose, parce qu'il a gagné 2 fois. Ces questions n'ont pas été prises en compte. Et le danger dans ces positionnements, le camp de Wade est presque dégarni. Les gens semblent s'orienter vers le camp de Macky Sall. Mais je vous donne une explication. Plus le risque est énorme que ces transferts horizontaux soient un moyen de paralyser l'action de Macky Sall en faveur des réformes que le pays attend. Il va être plus tenté à arbitrer la satisfaction des demandes de la classe politique que des demandes sociales du peuple. Il va dire, je prends tel ministre, créer une agence, comme Wade l'a fait en 2000. Donc, les premières mesures nous permettront, nous édifieront sur la capacité, si Macky Sall passe. Oui, parce que là, vous parlez comme si vous étiez convaincu qu'il Non, je ne le dis pas, parce que Wade, on sait ce qu'il a déjà fait. Il dit qu'il va continuer ce qui a été fait. Nous l'avons analysé pendant 12 ans. Mais je parle de Macky Sall qui dit qu'il va venir et voilà ce qu'il va faire. Et qu'il y a une part de responsabilité. On ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il... Non, il a une part de responsabilité dans le bilan de Wade, qu'il partage. Maintenant, il ne faut plus qu'on nous parle de... Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Ce concept n'existe pas dans le droit positif sénégalais. Il faut juste appliquer la loi. Et la loi existe pour cela. Ce n'est pas des arrangements politiques qui vont nous sortir de ça. Et surtout qu'on entre dans une nouvelle ère de crise. Wade a bénéficié des derniers moments du système de gouvernance politique institutionnelle mis en place par Senghor, avec la stabilité qu'on lui connaissait, la concordance entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Wade en a bénéficié pendant 12 ans. Macky Sall n'en aura pas le bénéfice. Parce que il y a de fortes chances qu'il y ait dissonance entre la composition du Parlement en termes de majorité et celle de la présidentielle. Il va falloir négocier énormément de choses. Vous pensez que l'état de grâce sera de courte durée? De très courte durée, parce que l'émergence citoyenne est là. Les jeunes qui sont sortis dans la rue, qui sont restés 8 mois dans la rue, dans les manifestations, ne retourneront pas dans les maisons. Ils auront des exigences fortes. Et c'est des réponses courageuses qui pourront... Ils ne vont pas demander qu'on règle tout de suite. Mais s'ils sont assurés qu'il y a une dynamique de rupture et que les problèmes vont commencer à être pris en charge sérieusement, ils peuvent attendre. Si on est dans un système de CEDO, de redistribution des avantages, une gestion néo-patrimoniale de l'État, il n'y aura pas 6 mois d'état de grâce. Et on va replonger le pays dans des luttes aussi violentes que celles que nous avons connues ces 8 derniers mois. Donc ce qui manquera dans cette période, c'est du couragisme. Comme idéologie, je pourrais avancer un terme, il faut du couragisme politique.
c'est pas en se cachant derrière une coalition de 1000 membres. La logique des élections, c'est que globalement, c'est un vote contre ce que Wade a fait. C'est pas pour quelqu'un. Si on ne le capture pas comme ça, on essaie de le traduire, on cherche des équilibres dans des alliances formelles avec des états-majors politiques, on peut se tromper. La question, c'est comment prendre courageusement les mesures attendues par la majorité des Sénégalais et comment prendre en charge leurs demandes pour y répondre. Oui. Mohamedou Mbodj, nous allons avancer un peu en analysant le vote de dimanche dernier. On a beaucoup parlé de vote ethnique. Est-ce que vous l'avez senti à travers ce scrutin? Non, je pense que c'est même... Nous avons jusqu'ici eu la chance, malgré que nous sommes un pays où l'État est une production externe. C'est la colonisation qui nous a donné un embryon d'administration coloniale. Senghor y a ajouté la Constitution de 58 en France et il a bâti cette forme de gouvernance politique dans des précarités intelligentes et des déséquilibres très précaires. Bon, Wade est venu, il a commencé à utiliser les couleurs du PDS à la place des couleurs nationales. Il a utilisé de temps en temps l'hymne de l'Afrique à la place de l'hymne national, même pour son investiture. On a commencé à parler de déplacement des centres d'équilibre de l'État qui doit servir la collectivité au profit d'un groupe qui est d'un parti, sa vision en tant que politique. Il a commencé à amener tout le conseil des ministres à Touba. Idrissa était dans ce gouvernement qui était là à Touba. Macky était là-dedans. On a commencé à parler de confrérisation du jeu politique par des actes majeurs. Un programme spécial pour telle ville, un statut particulier pour telle ville, Touba en l'occurrence, que Touba ne demandait pas. Parce que ce qu'on ne sait pas, il n'y a pas de dichotomie historique entre Touba, Tivaouane et les autres. C'est même la même branche familiale à l'origine. Mais les politiciens aiment manipuler les différences. On a fermé les yeux bâtir leur sur légitimité sur ça. On a violenté l'Église par des propos, par des actes. Les premières grenades lacrymogènes dans un lieu de culte, c'est l'Église. Ce n'est pas la mosquée de la Rutière, qui est venue bien après, pendant la crise. Donc, on a parlé d'un programme spécial de 20 milliards par année pour Touba. Et après seulement pour Tivaouane. Récemment, au Magal, on a dit, je ne cache pas Fimobok. Donc, bien qu'à l'origine, nous avons établi les deux leviers de base pour parler du comment vivre, de la commune volonté de vivre ensemble, qu'exprime une nation, nous ne l'avons pas nous-mêmes produit en tant que citoyens. La nation, c'est la conférence de Berlin qui a fait un tracé économique. On a laissé se brasser autour de l'économie jusqu'à ce qu'on ait quelques équilibres à l'intérieur. Et les ethnies du centre qui polarisaient les lieux de transformation que la colonisation avait entraîné ont plus bénéficié de l'infrastructure coloniale et de ce projet. En allant à l'école plus vite que les autres, ils ont été intégrés dans le schéma de l'administration coloniale ici à l'étranger. C'est quoi? C'était quoi l'ethnie au centre? C'est les Sérères et les Wolofs. C'est les Sérères et les Wolofs. Ils contrôlent le pouvoir depuis l'indépendance. Tous les 4 présidents, 3 présidents qui se sont succédés au Sénégal, viennent du centre du bassin arachidier. Les partis de l'opposition, surtout de gauche, regarde, ils viennent de la périphérie. Tous les partis viennent de la périphérie, pratiquement. Ça, c'était un processus inconscient que les colons ont amené. On n'a jamais parlé d'ethnicisme par la centralité des ethnies Wolof et Sérères dans la gouvernance publique. Les Poulars étaient confinés dans la périphérie aussi. Vous regardez les 14 candidats, même les 14 candidats, tous viennent du centre du bassin arachidier. Il faut que les gens, les chercheurs nous expliquent cela un jour. Et on prend Macky Sall, comme les Wolofs ont voté, comme Touba, qui est une confrérie Wolof, essentiellement a voté pour Wade, que Wade voulait avoir avec lui. Il a montré son appartenance à ça. Je dis qu'on n'en était pas à ni dans le discours, ni dans la pratique, ni dans le recrutement, ni dans la distribution des responsabilités. Macky Sall lui-même a dit que dans l'APR, il n'y a pas de distribution de responsabilités. Il voulait l'éviter pour qu'on ne lui prenne pas ses dirigeants. On est loin de cela. Et je dis que le vote qui a profité à Macky Sall, sauf exagération, lui-même doit se dire j'aurais pu avoir plus. 26%, c'est pas encore beaucoup. C'est bien d'amener Wade en ballottage politiquement pour lui, mais c'est pas très significatif. Oui, et ça pose la question de la légitimité. Donc, on est loin de ça. C'est des mauvais arguments de perdants
comme les combats de lutte le dimanche, quand vous invitez les lutteurs, certains vont vous dire j'ai glissé, le tapis était là, on a mis du sable, il dit oui, il y avait trop de sable, etc. Donc pour moi, il faut que les gens tirent les leçons de l'attitude du peuple sénégalais, qui a été digne, qui a souffert. Les 15 morts, c'est le peuple qui l'a payé. C'est un enfant d'aucun leader politique, ni d'aucun leader syndical. Il faut savoir dignité garder, surtout dans des moments d'épreuve. Quand on postule à la charge suprême, il faut savoir dignité garder. Il ne faut pas tomber dans ce type de combat qui peut imploser le pays. C'est inutile. Je ne crois pas que les Sénégalais s'expriment en ces termes. Oui. L'un des enseignements qu'on peut tirer de ce scrutin également, c'est le faible score des candidats indépendants qui sont incapables, qui ont été incapables de franchir la barre des 2%. Comment l'expliquer? D'abord, il faut d'abord expliquer que ceux qui se déclarent comme candidats ne sont pas le résultat du processus de maturation de la citoyenneté. Si demain les jeunes qui ont été à la tête de Y'en a marre, qui se sont impliqués dans ce combat, décident de se présenter devant les Sénégalais pour être députés, il y aurait une réactivité plus forte. Si demain quelqu'un comme Alioune Tine, qui s'est battu pendant plus de 20-25 ans pour la citoyenneté, sort de sa posture et dit que je vais être là, il pourrait avoir une chance. Ça, c'est la première faiblesse. C'est comme des candidatures parachutées dans le processus social. Ils étaient en carrière ailleurs, ils ont pris la retraite, ils veulent s'essayer à quelque chose, ou bien ils n'ont plus leur poste, ils veulent s'essayer à quelque chose. Ils sont entrés un peu en effraction dans le processus. Il n'y avait pas d'engagement préalable. Il y a des gens qui sont obligés de venir même se présenter. Je suis telle personne, je suis, etc. Il n'y avait pas d'engagement pour les Sénégalais, pour qu'ils vous le rendent bien. Deuxièmement, c'est tellement faible que des fois, on ne se connaît pas, parce que l'élection, il est national. Donc, si vous n'êtes pas connu dans Dakar, ou même dans votre milieu professionnel, vous n'êtes pas intervenu à l'intérieur du pays, on ne vous connaît pas. Vous sollicitez des Sénégalais et dites, mais on ne le connaît pas. L'élection, c'est une question de confiance. La confiance, elle est bâtie sur la connaissance de l'individu. Ce n'est pas les moyens, ce n'est pas l'appareil. On a vu Yahi Boni le réussir ailleurs. Mais quelqu'un qui s'implique, qui se bat pour les populations, qui est connu des populations, peut-être même demain, c'est les populations qui vont le porter. Dire, mais soyez candidat, nous serons avec vous. Oui, cela veut-il dire que les Sénégalais ne sont pas encore prêts à élire un nom politique comme président de la République? Mais ça dépend des noms. Je dis, si c'est un nom qui est le produit du processus social, des luttes, de l'émergence citoyenne, c'est possible. Mais si c'est un fonctionnaire international, si c'est un universitaire qui était dans son laboratoire, qui attend le moment de l'élection pour être en contact avec le pays ne réagit pas à ça. Et c'est normal. Oui. Les femmes également ne sont pas guère mieux loties. Elles ont presque obtenu des scores nuls, 0,19 pour Amsatou Sow Sidibé, 0,12 pour Diouma Diagne. Alors le fruit n'est pas encore mûr. On a parlé de la maturité du peuple. Ce peuple-là est capable d'évaluer les offres politiques et les porteurs d'offres politiques. Ils se disent qui canne le. Ils commencent, ils ont leurs critères pour dire qui canne le, pour qu'on lui donne le pays. Des fois, vous y trouverez des critères liés à leur foi, à leurs valeurs, à leur option ou orientation politique. Maintenant, vous vous réveillez un jour, vous quittez Pierre, votre bureau, vous mettez en année sabbatique, vous demandez le pays. Vous ne l'avez jamais fait. Vous n'êtes jamais allé à une réunion citoyenne. Vous n'êtes jamais même dans votre quartier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les Sénégalais sont indifférents à ça. Et c'est la preuve de leur maturité. Ils ne prennent pas au sérieux ce genre de démarche. Ça ne veut pas dire que les personnes qui l'ont fait ne sont pas sérieuses. Ça veut dire que ceux qui les accompagnent ou les conseillent devraient leur dire, vous venez, il y a un investissement. On vous dit, tout le monde vous dit, la durée de vie du temps de parti de Macky Sall, c'est 3 ans. Ah oui. Mais tout le monde vous dit qu'il a parcouru tous les contrées du pays pour se faire connaître. Bien qu'il ait été Premier ministre, bien qu'il ait été auparavant ministre de l'Intérieur, bien qu'il ait été ministre de l'Énergie, bien qu'il ait été le patron des cadres du PDS, il a eu le besoin de ce contact avec la population. Mais si vous êtes là, dans les médias, à Dakar, vous sortez dans votre émission, d'autres émissions, pendant 1 an, je suis Diou, non, les gens disent non. La confiance, ça se construit. C'est une forme de complicité active sur des choses partagées. On ne le fait pas brutalement comme une sorte de greffe. Quelqu'un arrive, quelqu'un qui était à l'étranger, qui s'essaie à ça, qui avait dit, moi je suis là, il y en a un qui avait fait un clip. Les gens de cette génération le connaissent, les jeunes ne le connaissent pas. Qui s'était essayé à la musique, c'est pas moyen, c'est pas suffisant.
Oui. Que dire aussi des scores de ce qu'on a appelé les indépendantistes, les 3 candidats de la place de l'indépendance qui ont lancé des appels à manifester et finalement ils n'ont pas obtenu de gros scores. Quand nous avons mené la campagne avec l'appui des évêques de l'Église, la commission épiscopale, pour la paix, ils ont répondu à toutes nos invitations. Chaque fois que j'étais dans les différentes localités, en marge de la réunion, je discutais avec les gens. Un jour, quelqu'un nous a dit, ils avaient l'impression que l'acharnement, l'entrée par le droit sur la candidature de Wade était une forme d'exclusion. Dans notre tréfonds populaire, je ne sais pas si c'est un rejet qu'ils n'acceptent pas. Et j'en ai discuté avec quelques collègues. J'ai dit, tu vois comment les gens réagissent à ce niveau. Pour moi... Même s'ils menaient un combat de principe, il faut le reconnaître aussi. Éminemment de principe, mais il faut comprendre les soubassements de ce combat. La question de la durée des mandats, la question du renouvellement des mandats, renvoie au contrôle du pouvoir. Et le pouvoir, tant qu'il est le mode le plus sûr pour s'enrichir, pour la classe politique, vous comprendrez, ces questions vont revenir. Ce n'est pas la formulation de la norme constitutionnelle. C'est l'interrogation de cette norme. Et du fait que ça met fin... Pourquoi c'est une difficulté? Ceux qui sont au pouvoir s'enrichissent. Quand ils se disent que je vais partir, ils se disent on va me poursuivre. Moi, ma famille et tous mes proches. Et tout le système résiste pour ne pas partir. Ceux qui veulent venir, ils vont commencer par avoir une lecture non éthique, biaisée, de la norme valide qui dit que le pouvoir s'arrête. Le renouvellement du mandat s'arrête 1 ou 2 fois. Vous allez avoir les mêmes problèmes. Malgré l'âpreté de la lutte du M23, il faut, si on veut régler cette question, en même temps qu'il faut reformuler la norme constitutionnelle sur cette question de façon sans aucune équivoque, mais il faut aussi, Pierre, tuer l'enjeu financier dans le pouvoir. Il faut empêcher que le pouvoir soit un moyen d'enrichissement pour les Sénégalais. Ces deux stratégies combinées vont garantir une stabilité sur la mise en œuvre de ces normes, sur la limitation du renouvellement des mandats. À défaut, tant que la personne qui était au pouvoir pense qu'il a des casseroles avec lui, s'il quitte, il sera là, ou à la Cour pénale internationale, où il sera poursuivi à partir des dispositions dont j'ai parlé de la Convention internationale des Nations Unies. Il va avoir des problèmes, il va se soucier de si je pars, je mets quelqu'un qui va couvrir mes arrières. Même s'il accepte le non-renouvellement du mandat, il continue sur le dauphinat. Il se choisit un dauphin, il va tenter de manipuler les élections pour installer ce dauphin. Donc, si on veut arriver à une solution définitive sur cette question, il faut tuer l'enjeu financier, empêcher toute forme d'enrichissement dans l'occupation de ces positions au niveau de l'État. Il ne faut plus que les gens puissent voler impunément. Quelqu'un qui vole, il est puni, il est poursuivi, que l'État s'engage dans une gestion intègre des affaires publiques et combiné à une norme ferme sur ces questions, on peut retrouver une marche normale de notre démocratie. Oui, le tout sauf Wade qui se dessine, signifie-t-il que Macky Sall sera un président par défaut s'il était élu? D'abord par défaut et deuxièmement, élu dans ces circonstances, il est difficile de parler de maîtrise du pouvoir. Donc, ce qui s'est passé en 2000, Wade a pris 1 an et demi, 2 ans pour défaire ses coalisés, avoir les mains libres et essayer de mettre en œuvre. Il dit il est libéral, il ne peut pas appliquer les idées des communistes. Mais quand il faisait la coalition, il le savait ça. Ce n'est pas une fois arrivé au pouvoir qu'il le découvre. Donc, c'est la même chose pour Macky. Sa marge de manœuvre sera réduite par les conditions de son élection, fortement. Sa marge même de mettre en œuvre les conclusions des assises sera réduite fortement. Ah oui. Pourtant, il s'engage de manière pleine et entière d'appliquer la charte de bonne gouvernance des assises. Le problème, c'est toute cette dialectique entre l'acteur et le système. Quand l'acteur produit les normes de ses croyances, de ses préférences, pour dire, et sa vision, voilà comment je veux gérer le Sénégal, avec qui je vais prendre les idées de tel, je vais les chercher. Mais le système est là avec ses rigidités. Le système, c'est tous les acteurs qui ont commencé à le soutenir. C'est une énorme charge pour lui. C'est plus une charge qu'un gain, à mon avis. Parce que la logique du vote contre est dans l'espace public.
Mais par courtoisie, il va discuter. Il prend des engagements. Avec ou sans alliance, les gens ont décidé de voter contre Wade. Il aura une très faible marge de manœuvre. Et il aura un temps réduit, très réduit, d'état de grâce. Et les premières mesures que je l'entends annoncer devraient faire réfléchir à son staff et lui-même. S'il gagnait. Parce que les assises, c'est une méthode, plus que des mesures. La méthode des assises, c'est une méthode inclusive, consultative, participative. Il n'y a plus quelqu'un qui dit je vais faire. Ces formes d'énoncés très verticaux, très directifs, sont en contradiction avec l'esprit des assises. Donc, il y a des problèmes dans des secteurs, il doit consulter les acteurs dans ce secteur pour discuter avec eux quelle est la meilleure manière pour le faire. Lui, il va arbitrer les priorités. C'est sa fonction. Il se détache, il prend la hauteur, il laisse les groupes, d'abord pas les fonctionnaires seulement, mais les acteurs sociaux concernés, non étatiques, discuter avec les fonctionnaires, arriver à des consensus. S'il y a eu déjà des discussions, on réactualise, parce que les données ont dû changer entre-temps. Donc, s'il adopte la méthode assise, il ne peut plus être un énonciateur de décision, comme ça, unilatéral. En plus qu'il y a... Ça rompt avec l'esprit des assises. Il y a l'épineuse question de la nature du régime. Bon, les gens, j'ai entendu quelques commentaires de grands politologues au niveau local. Souvent, c'est l'élément factuel qui manque. Les assises n'ont jamais parlé de régime parlementaire. Les assises disent deux choses que je peux vous lire. Hein. Oui, dans la charte, c'est le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale de la formulation et de l'exécution de la politique de la nation. Mais c'est le cas aujourd'hui dans le régime semi-parlementaire dont parlent les constitutionnalistes, défini par Serigne Diop comme tel, le constitutionnaliste Serigne Diop. Le deuxième élément, l'Assemblée nationale devient le lieu d'impulsion de la vie politique. Voilà ce que disent la charte. Donc, traduit, on peut l'interpréter comme on veut, ces deux éléments. Ça peut être un régime semi-parlementaire ou ailleurs. Et il n'y a jamais eu de réserve de Macky Sall sur ces deux éléments parce que je parle comme témoin historique. Je parle sous le contrôle du professeur Amadou Mahtar Mbow qui probablement nous suit. J'étais présent avec Mbow comme délégation des assises sur ça. Il a posé des questions. Quand des réponses lui ont été dotées, il a signé, il est parti. Donc sur la transition aussi, ce n'était pas une discussion dans les assises. C'est une discussion post-assises au niveau de Benno. Donc il y a une confusion dans l'analyse de certains politologues sur ces deux questions qu'il faut corriger. Oui. Aujourd'hui, on semble vendre la peau de Wade avant même de l'avoir tué. Est-ce que là, on ne court pas un risque? Parce que c'est une bête politique qui peut rebondir. Énorme, énorme. Il faudra suivre Wade. Il a différé ses sorties à 2 reprises. Je crois que ça montre qu'il y a une volonté de mûrissement, d'une réponse définitive qui va le réconcilier avec les Sénégalais. Il garde une capacité de... Mais la question du conflit entre Wade et le Sénégal, c'est la question de la succession dynastique, fondamentalement. Mais ça semble réglé. Non. On n'a pratiquement pas vu Karim lors de la campagne électorale. C'est pas suffisant, parce que autant on ne le voit pas, autant il est hyper présent dans le discours présidentiel, sur ses capacités, ses compétences, et le niveau de responsabilisation dans le système institutionnel étatique. Cette question est presque préjudicielle à la reconstruction du lien entre Wade et le peuple. Et une bonne fraction du PDS qui est dans un silence, qui se présente sous une forme de résistance. Si cette question n'est pas réglée, je crois que dans la prochaine sortie de Wade, c'est même pas la peine qu'ils prennent le micro pour parler au Sénégal. Le deuxième élément... Vous voulez qu'ils disent clairement aux Sénégalais que j'ai abandonné le projet de dévolution monarchique ou mais ce ne sera pas seulement dire, il faudra des mesures fortes. En limogeant son fils, par exemple, du gouvernement. Mais pas seulement, c'est à lui de trouver la réponse qui rassure tout le monde. Mais je dis, c'est un problème qui structure les incompréhensions en droite et le peuple sénégalais. Le deuxième élément, c'est la corruption généralisée et l'impunité qui est dans le pays. Mais ça, est-ce qu'on peut le régler dans un discours, ces questions? C'est des questions structurelles, fortes. Est-ce qu'on peut le régler dans un discours? Est-ce que ça suppose qu'on puisse... Je crois que même ces questions, s'ils étaient réglées, Idrissa Seck y aurait trouvé peut-être matière à réfléchir. Parce que lui, il a toujours défendu son appartenance à une famille idéologique, qui est sa préférence. Mais cette question de la succession dynastique structure son différence avec Wade. Et il a répété à plusieurs reprises. Je crois que d'autres qui ne l'ont pas formulé à haute intelligible voix le gardent en eux-mêmes sur tous les PS historiques,
PDS historiques qui se sont battus pour mettre Wade au pouvoir. Mais ces questions-là ne sont pas de l'argent à distribuer. Hein. Ce n'est pas de l'argent, c'est des questions structurelles. Pour avoir des gens qui quitteraient Macky pour venir vers lui, on aurait dû, et c'est difficile aussi de le régler seulement sur le plan discursif, parce qu'il y a une perte de confiance. Il y a une perte de confiance de ses vieux compagnons sur ces questions. Donc vous semblez dire que les carottes sont cuites pour lui? Non, je ne tire aucune leçon. Je montre les difficultés plutôt pour arriver à un résultat. Mais c'est la déduction possible, hein? Oui, on suit votre raisonnement. Mais probablement, peut-être pour arriver à un résultat productif, il doit enjamber ces difficultés qui sont de nature structurelle. Tout compte fait, quelles leçons pouvons-nous tirer de l'élection de dimanche dernier? On est un peuple très fort, très très fort, qui cherche la classe politique qu'il mérite. Je m'excuse de le dire comme ça, parce qu'ils ont... La bataille qu'on a connue, les morts, s'il n'y avait pas d'entêtement inutile sur des perspectives erronées, si on n'avait pas installé le pays dans une perspective de vol de l'argent public systématique et de façon impénue, on n'aurait pas eu ça. Les Sénégalais vivent à 60% dans la pauvreté, mais ils restent dans de dignité. Quand vous voyez un Sénégalais, il n'agresse pas. Les agressions dans la rue ont diminué dans beaucoup de cas. Pourtant, ils sont dans des difficultés. C'est un repas par jour. C'est le ndambé du soir qu'on mange dans la Médina, le tcherekso. Mais les politiques, dès qu'ils ont une difficulté, ils brûlent le pays. Donc il faut que la classe politique se tourne la tête vers le peuple, qu'il essaye de s'approprier ces valeurs qui fondent cette dignité dans la souffrance. Dans la souffrance et dans la rareté d'un minimum de confort pour ce peuple. Des gens se battent pour voler, pour prendre de l'argent, acheter des appartements en France, mettre de l'argent, se soigner, payer des... C'est ça la réalité. On pille. Et le service public de l'État est presque... Quand il y a la corruption, il n'y a pas de service public. Et l'État ne peut atteindre le peuple de base que par un service public de qualité. C'est pourquoi celui qui va venir ou celui qui va continuer devrait intégrer ces questions. Comment Wade va s'adresser ces défis dans un temps aussi court? Oui, nous sommes un peuple mûr, vous dites, mais est-ce qu'il n'est pas là très tôt de sauter au plafond? Parce qu'on s'achemine vers des échéances à enjeu, donc avec de possibles risques de violence aussi. Non seulement de risques de violence, comme on l'a vu avec l'histoire du Khalif et les 15 morts, je m'incline devant leur mémoire, je reste persuadé qu'on aurait pu les éviter. Mais on rentre dans une nouvelle ère. On finit l'ère senghorienne de la gouvernance publique et de la stabilité. Il y aura des risques élevés, politiquement, des risques politiques très élevés. Rien ne sera plus comme avant. Non, tout se négociera et c'est une fragilisation globale. C'est une transition de fait non maîtrisée qui, sans la responsabilité des acteurs, peut conduire à tous les possibles. Donc, ce n'est pas un cadeau que le prochain président va recevoir par l'élection des Sénégalais. C'est une énorme situation de difficulté. Ce ne sera pas une sinécure pour lui. Mais la grève dans le milieu scolaire, éducatif et universitaire le montre déjà. Le transport public, il n'y aura pas 2 jours. Je parle 6 mois, c'est trop gentil, 3 mois peut-être. Et il faut toute l'intelligence d'une certaine fraction de la classe politique et de la société civile pour contourner ces difficultés et éviter le chaos. Voilà, Mouhamadou Mbodj, merci. Merci. Vous êtes le coordonnateur du Forum Civil. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau d'Opinion. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro d'Opinion. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. Merci. C'est moi.